لنا معي المودة والصداقة. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info à la une de l'actualité. Attaque terroriste à la machette à l'entrée du Louvre à Paris, un militaire a été légèrement blessé. Le président Hollande salue le courage et la détermination des militaires. Les réfugiés syriens ne peuvent pas rester au Liban définitivement. Déclaration ce vendredi du président Michel Aoun devant le haut commissaire pour les réfugiés Filippo Grandi. Les Européens sont à Malte ce vendredi pour tenter d'afficher leur unité face au Brexit qui se profile et face aussi à Donald Trump qui vient de s'installer à la Maison-Blanche. La crise migratoire est également au centre des débats. Je vous disais en titre, un homme armé d'une machette a attaqué des militaires de l'opération Sentinelle en milieu de matinée à Paris. L'agression a eu lieu devant le Carrousel du Louvre, un espace commercial qui donne sur le célèbre musée dans le premier arrondissement de la capitale française. L'un des soldats a ouvert le feu et a grièvement blessé l'assaillant. Le quartier est entièrement bouclé par la police. Reportage. Sur la place du Carrousel, l'alarme est déclenchée. Sous la pyramide du Louvre, 250 personnes sont confinées. Des coups de feu ont retenti. Un homme vient d'agresser une patrouille de militaires avec une arme blanche. Un attaquant qui était armé d'une machette au moins, peut-être d'une deuxième arme, qui avait des sacs à dos, s'est précipité, s'est engagé auprès des policiers et des militaires qui étaient en sécurisation en proférant des menaces, notamment à l'Akbar. Un soldat est légèrement blessé au crâne, un autre prend sa défense et tire. Les collègues du militaire ont riposté au moins à 5 reprises. Il y a une balle qui a atteint l'individu et il est blessé sérieusement, très grièvement au niveau de l'abdomen. L'homme porte 2 sacs à dos. Le quartier est immédiatement bouclé. À l'intérieur du musée, les touristes et les employés sont confinés. On le voit sur cette photo. Cet homme vient juste de sortir. En panique, en train de courir, ils étaient au moins 30-40 à dire cachez-vous, il y a un attentat. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je vais vers les couloirs où il y a les réserves. Là je trouve un monsieur qui rentrait justement dans sa réserve, je lui dis pas de panique, on rentre dans votre réserve, on s'enferme, apparemment il y a un attentat. La foule est tenue à l'écart. Cette femme est guide touristique, elle est inquiète pour ses collègues. Et on ne savait pas qui de nos collègues était dedans. Il y a un de nos collègues qui est toujours dedans. Après vérification des services de déminage, l'agresseur n'avait pas d'explosifs. L'évacuation est en cours. Anne Hidalgo s'est rendue en fin de matinée sur place. Le ministre de l'Intérieur, lui, ira cet après-midi au chevet du militaire blessé. Selon le Premier ministre Bernard Cazeneuve, cet acte est visiblement à caractère terroriste. L'opération policière est terminée et les enquêteurs restent sur place. On écoute Bernard Cazeneuve. Au Carrousel du Louvre, un fonctionnaire qui était en charge d'assurer la sécurité du musée du Louvre a été agressé, visiblement dans le cadre d'une tentative d'attaque à caractère terroriste. Il faut être prudent, mais j'ai cette information et je veux dire ici à Bayeux, au moment où ces événements viennent de se produire, à quel point je suis toujours le cœur plein de reconnaissance et de gratitude pour les policiers, pour les gendarmes, pour les militaires qui, dans un contexte de menace qui demeure extrêmement élevé dans notre pays, assurent la sécurité de la nation et la protection des Français. Le militaire qui a été blessé ce matin a été donc chargé de surveiller le Louvre. Il fait partie de l'opération Sentinelle, déployée au lendemain des attentats de janvier 2015 à Paris. Face à la menace terroriste, plus de 10 000 hommes sont mobilisés sur le territoire français. Ils protègent les lieux les plus sensibles. Ils étaient une dizaine de militaires à patrouiller ce matin dans le quartier du Louvre, armés de fusils d'assaut comme toujours pour les patrouilles de Sentinelle.
Les soldats sont entraînés à ce genre d'intervention et ils sont armés et ça fait partie évidemment de leur mode de réponse et de leur mode de réaction à ce type d'agression. L'opération Sentinelle a été décidée par François Hollande après les attentats de Charlie Hebdo et renforcée après les attaques du 13 novembre 2015. Aujourd'hui, 10 000 militaires sont mobilisés, dont 7 000 déployés en permanence sur le territoire français. Ils sont environ 3 500 en Île-de-France et 3 500 en province. Leur mission, c'est protéger plus de 700 sites classés sensibles par les préfets, notamment des gares, des écoles, des sites touristiques ou encore des musées, comme c'était le cas ce matin. Leur mode d'action est la patrouille, avec à chaque fois des itinéraires différents pour ne pas être repérés. Des soldats qui ont le droit de faire feu en cas de légitime défense, mais aussi quand ils sont face à des individus engagés, comme disent les militaires, dans un périple meurtrier. Retour au Liban, les réfugiés syriens ne peuvent pas rester donc au Liban définitivement. Déclaration ce vendredi du président Michel Aoun devant le haut commissaire pour les réfugiés Filippo Grandi. Le chef de l'État a par ailleurs indiqué que le Liban n'avait pas l'intention d'obliger les déplacés à retourner chez eux si la situation sécuritaire demeurait instable. Le chef de l'État a enfin appelé la communauté internationale à faciliter le retour des Syriens dans leur pays. Et direction justement la Syrie où l'eau alimentant la ville de Raqqa, le principal bastion du groupe État islamique, a été coupée en cause des frappes aériennes présumées de la coalition anti-djihadiste. Plus de 300 000 personnes habitent Raqqa. La cité et la province éponyme sont régulièrement bombardées par les avions de la coalition dirigée par les États-Unis et la Russie. Par ailleurs, sachez que l'armée turque a annoncé ce vendredi avoir neutralisé 47 combattants de l'État islamique lors de raids aériens et de combats terrestres au cours des dernières 24 heures à Al-Bab, c'est dans le nord de la Syrie. Et maintenant, direction Yémen, dans le sud du pays, des combattants d'Al-Qaïda ont repris le contrôle de 3 localités, Lodeur, Chakra et Awar, des villages de la province d'Abian. L'entrée des djihadistes a été facilitée par le retrait des forces pro-gouvernementales qui protestaient contre le retard de leurs salaires impayés. C'est du moins ce qu'affirment les services de sécurité. En réaction, la coalition militaire arabe sous commandement saoudien a mené 2 frappes aériennes contre Al-Qaïda à Lodeur. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info en France. À 79 jours de la présidentielle, la candidature de François Fillon est de plus en plus menacée par les multiples rebondissements de l'affaire Pénélope Fillon. Selon les sondages, 6 Français sur 10 pensent qu'il a tort de ne pas renoncer à se présenter. Alors que l'enquête est lancée sur les soupçons d'emploi fictif visant son épouse, François Fillon a répondu hier soir en accusant des officines d'être à la manœuvre. Florent Rodeau. Paris, le 18 mai 2007. François Fillon est Premier ministre depuis 24 heures. C'est dans ce café situé à 300 mètres de Matignon que Pénélope Fillon accorde une interview au Télégraphe. Un caméraman filme l'entretien de 45 minutes pour le site du journal britannique. Après des confidences sur sa vie quotidienne, Pénélope Fillon aborde son rôle auprès de son mari, des propos en contradiction avec la défense actuelle du candidat des Républicains à l'élection présidentielle. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication. Entendu par la justice sur ses soupçons d'emploi fictif, François Fillon continue sa campagne. Je ne répondrai à aucune de vos questions, parce que je suis venu ici pour des problèmes qui intéressent les Français. À Charleville-Mézières, il s'est dit combatif et habité d'une colère froide. Il dénonce une nouvelle fois une entreprise de démolition visant à le déstabiliser. On me reproche d'avoir voulu que mon épouse soit la première de mes collaboratrices. Elle qui depuis 40 ans construit avec moi mon parcours. Tous les jours. Il n'y a à cela rien d'illégal. Je ne suis pas dupe. C'est pas la justice que l'on cherche, c'est à me casser. Et au-delà de ma seule personne, c'est à casser la droite, à lui voler son vote. Même s'il sort blanchi de cette affaire, le mal semble déjà fait. Ces dernières heures, François Fillon a été lâché par plusieurs membres des Républicains.
L'enquête ouverte par le parquet national financier à la suite des révélations du canard enchaîné est-elle toujours en cours? Les Européens sont à Malte ce vendredi pour tenter d'afficher leur unité face au Brexit qui se profile et face à Donald Trump qui vient de s'installer à la Maison-Blanche. Faute de mieux, les 27 vont surtout se concentrer sur la crise migratoire afin d'aider notamment la Libye à contenir le flot incessant de migrants, quitte à renforcer la coopération avec les autorités locales. Marc Pope nous en dit plus. Un sommet européen, mais sur lequel l'ombre des États-Unis a longuement plané. Pour le président français, les pressions de Donald Trump sur l'Europe sont inacceptables. François Hollande a également mis en garde certains pays européens comme la Hongrie ou la Pologne, tentés de se rapprocher de la nouvelle administration américaine. Beaucoup de pays devraient penser que leur avenir est d'abord dans l'Union européenne, plutôt que d'imaginer je ne sais quelle relation bilatérale avec les États-Unis, même s'il est normal que chacun parle avec le président des États-Unis. Moi, je l'ai fait moi-même. Il n'y a pas d'avenir avec Trump si il n'est pas défini en commun. Le nouveau président américain s'est également invité dans le dossier migratoire. En réaction au récent décret anti-immigration de Donald Trump, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a rappelé l'approche de l'Union européenne sur ces questions. Une approche diamétralement opposée. Nous ne croyons pas au mur ou aux interdictions en matière d'immigration. Nous croyons à des solutions résolues ensemble. C'est notre manière de voir les choses. Celle des Américains pourrait être différente. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème des Européens. Alors que l'Union européenne doit toujours faire face à la crise migratoire, les dirigeants des 28 pays ont affirmé leur soutien à la Libye pour fermer la route jusqu'à l'Italie. Car 10 mois après l'accord avec la Turquie, les migrants arrivent désormais depuis les côtes libyennes. Nous savons que la situation des réfugiés en Libye est dramatique. Il est donc essentiel de trouver une solution politique pour la stabilité du pays. Il y a beaucoup de travail, les résultats ne sont pour l'heure pas suffisants. La deuxième partie du sommet consacrée à l'avenir de l'Union européenne se déroulera cette fois à 27, le Royaume-Uni étant écarté depuis que les partisans du Brexit l'ont emporté en juin dernier. Troisième jour de manifestation en Roumanie avec plus de 200 000 personnes pour protester contre l'allègement de la loi anticorruption. Le gouvernement n'entend pas renoncer au projet de loi. L'exécutif justifie sa réforme par la nécessité de désengorger les prisons et de mettre en conformité le code pénal dont une soixantaine d'articles ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Marc Pope. C'était l'une des conditions de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne en 2007, mettre fin à la corruption qui gangrène le pays. 6 ans plus tard, le Premier ministre roumain assurait à la chancelière Angela Merkel que son gouvernement faisait tout pour assainir le pays. Je souhaite exprimer la détermination du gouvernement et celle de la coalition à renforcer un État constitutionnel en Roumanie, à combattre la corruption et à créer les meilleures conditions législatives possibles pour les investisseurs. Une déclaration de bonne volonté quelque peu discréditée lorsque le Premier ministre Victor Ponta fut lui-même accusé de falsification, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, devenant ainsi à ce jour le seul Premier ministre en activité de l'histoire roumaine à être poursuivi. Mais Victor Ponta est loin d'être un cas isolé. Le Bureau contre la corruption en Roumanie a ainsi épinglé 1170 personnes, dont l'actuel chef du Parti social-démocrate au pouvoir. Si la Roumanie a progressé, elle reste 57e du rapport de Transparency International des pays les moins corrompus. Des scandales ont ainsi frappé des hommes politiques de premier plan, mais aussi de moins connus, qui ont souvent accordé des contrats d'État ou des autorisations en échange de dessous de table. Des pratiques illégales qui ont parfois donné lieu à des tragédies, comme lors de l'incendie de cette boîte de nuit en 2015, qui a fait 64 morts. Le décret voulu par le gouvernement permettrait ainsi aux personnes accusées d'abus de pouvoir d'éviter la prison, à moins que le préjudice réalisé s'élève à plus de 44 000 €, une somme plus de 2 fois supérieure au revenu moyen annuel d'un travailleur roumain. La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour de nombreux habitants, comme en témoigne la forte mobilisation dans les rues de Bucarest. Roquettes et obus de mortier continuent à s'abattre sur l'est de l'Ukraine. 23 personnes ont été tuées à Avitcha, dans la région de Donetsk, depuis la reprise des combats dimanche dernier. Les soldats ukrainiens et les séparatistes pro-russes renvoient la responsabilité de la reprise des hostilités. Mais pour les États-Unis, le coupable, c'est Moscou. Ethan Hadji nous en dit plus. Ces soldats ukrainiens se déploient dans les faubourgs d'Avdivka.
alors que des tirs retentissent à quelques centaines de mètres de leur position. Nous sommes près de Donetsk aux mains des séparatistes pro-russes. La ville d'Avdivka est le théâtre de violents affrontements depuis dimanche dernier. Les deux camps s'accusent mutuellement d'attiser les tensions. Il y a eu un bombardement ici. Des missiles se sont abattus sur toute la rue. Regardez, il reste des morceaux. Des roquettes et des obus de mortier qui auraient fait plusieurs victimes parmi les soldats ukrainiens et les rebelles pro-russes. La tension est montée d'un cran sur cette ligne de front. Aux Nations Unies, on s'inquiète d'une nouvelle escalade de violence. Washington, qui tente de ménager Moscou depuis l'arrivée de Donald Trump, adopte un ton plus ferme en réaction aux derniers affrontements. Nous souhaitons effectivement améliorer nos relations avec la Russie. Cependant, la situation précaire dans l'est de l'Ukraine exige que nous condamnions de manière forte et claire les actions de la Russie. La Russie accuse de son côté le voisin ukrainien d'être à l'origine de ce regain de tension. Au lieu d'encourager les efforts pour un retour à la normale dans le Donbass, les autorités ukrainiennes essayent désespérément d'apporter une réponse militaire au conflit. Une trêve fragile était pourtant en vigueur depuis décembre dernier. Avec cette reprise des hostilités, la situation devient intenable pour les habitants d'Avdivka. Ils sont plusieurs milliers à être pris au piège des combats. Au Japon, maintenant, des niveaux records de radiation observés à Fukushima. La compagnie TEPCO, opérateur de la centrale nucléaire, a également annoncé avoir observé un trou dans une partie métallique à l'intérieur de l'enceinte de confinement du réacteur numéro 2. Le réacteur numéro 2, justement, est à l'instar des numéros 1 et numéro 3, l'un des plus endommagés et responsable de dégagements massifs de substances radioactives dans la nature après la mise en péril du site par le tsunami gigantesque. Souvenez-vous, c'était en mars 2011. Pour terminer, une foule multiconfessionnelle unie dans la douleur. Des milliers de Canadiens et leur Premier ministre Justin Trudeau ont assisté avec beaucoup d'émotion et dans l'unité aux funérailles de 3 des 6 personnes abattues dans la mosquée de Québec dimanche dernier. Le tireur, un étudiant canadien de 27 ans, proche de l'extrême droite. Julie Jargot. Dans l'aréna Maurice Richard, l'émotion est grande. Par milliers, ces Canadiens sont venus rendre un dernier hommage à 3 des 6 victimes de la tuerie. Parmi eux, le Premier ministre Justin Trudeau, venu pour se recueillir et lancer à nouveau un message d'unité. Dans ces moments sombres, ce pays, notre pays, s'est uni et s'est montré solidaire envers une communauté dont la fierté et la force est inébranlable malgré les atrocités qui l'ont si injustement affligé. Surmontés de grandes couronnes de fleurs blanches, les 3 cercueils ont été enveloppés des drapeaux algériens et tunisiens, les pays d'origine de Khaled Belkacemi, Abdelkarim Hassan et Aboubaker Tabi. De nombreux Canadiens se disent en état de choc après l'attentat. Beaucoup se sentent aussi en colère après la décision des États-Unis d'interdire l'accès aux ressortissants de plusieurs pays musulmans. La communauté musulmane représente un peu plus d'1 million de personnes au Canada. Ses représentants appellent à plus de tolérance. Il ne faut pas s'isoler et s'enfermer sur nous-mêmes comme le fait notre voisin du Sud. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Une seconde cérémonie funéraire se tiendra vendredi pour les 2 Canado-Guinéens et le Canadien d'origine marocaine, tous 3 aussi victimes de l'attaque. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Attaque terroriste à la machette à l'entrée du Louvre à Paris. Un militaire a été légèrement blessé. Le président Hollande salue le courage et la détermination des soldats. Les réfugiés syriens ne peuvent pas rester au Liban définitivement. Déclaration vendredi du président Michel Aoun devant le haut-commissaire pour les réfugiés Filippo Grandi. Et les Européens sont à Malte ce vendredi pour tenter d'afficher leur unité face au Brexit qui se profile, mais aussi face à Donald Trump, le président américain qui vient de s'installer à la Maison-Blanche. La crise migratoire est aussi au cœur des débats. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. À demain. المودة والصداقة